il me donne les 50 000 euros et le lendemain, on passe un mois enfermé dans une chambre à étudier tout le marché qui était beaucoup plus simple à l'époque. Et on a investi 100% dans la crypto. À la fin, tes 50 000 euros, ils valent combien ? Très vite, on a beaucoup d'argent. On ne savait pas faire d'entrepreneuriat. Vraiment, on a fait toutes les erreurs inimaginables possibles. On fait 3 mois à San Francisco. On trouve des visas un peu bancals parce que techniquement, tu n'as pas le droit d'aller vraiment aux États-Unis pour ça. On est un investisseur qui croit en nous, etc. Et à un moment, elle nous regarde et elle nous dit toi, ton truc, c'est beaucoup plus fucked up que moi. Il y a no way que tu y arrives et no way que tu lèves 1 euro. Enfin, c'est impossible ce que vous voulez faire et ça ne verra jamais le jour. Si l'IA doit prendre le contrôle parce que ça devient la nouvelle espèce dominante et que l'humain est relégué à une place de ce qui est le chien aujourd'hui dans la société ou la fourmi ou peu importe, pourquoi pas. Quelle est la personnalité que t'admires le plus ? Je pense que c'est Elon Musk. Il a un niveau de richesse et d'âge que à cet âge-là, et à ce niveau de richesse, est-ce que j'aurais encore aussi faim ? Il y a un côté un petit peu impressionnant et inspirant. Je pense que le monde est déterministe, tout est défini, je pense qu'il n'y a pas de free will, mais je veux me faire croire qu'il y a du free will. Ce que j'aime pas dans accepter qu'il n'y ait pas de free will, c'est que je trouve du coup ça te met dans une position de passager et pas de conducteur. La seule question c'est qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là, quelles sont tes propositions de solutions, à quelle vitesse tu es capable de les exécuter. Le reste, ça m'intéresse moins. Parfois, je me dis, mais en fait, pourquoi tu t'infliges ça ? Est-ce que le sens de la vie, c'est pas aussi potentiellement de profiter de ces instants ? Et ça, c'est très difficile. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. Comment fait-il ? Juste sur l'année dernière, il a vendu plus de 3500 biens, là où les agences traditionnelles vendent votre maison en 100 jours, il le fait en moins de 2 mois en moyenne. Alors comment il fait ? Ce n'est pas du conseil de relooking de votre maison, ce n'est pas une agence immobilière. Il va nous partager son secret et comment sa boîte Zephyr est devenue incontournable sur un marché à 50 milliards. Rémi Fabre, ravi de t'avoir avec nous. Merci de me recevoir. Bonjour et bienvenue dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Comment créer une legendary company ? Comment être une boîte de renommée mondiale ? Ça, c'est la question qui t'a occupé l'esprit et celle de ton associé, celui de ton associé pendant des années. Tout commence sur un futon, d'ailleurs non, même directement sur le plancher, dans la même chambre avec ton associé à San Francisco. Ouais, même ça commence en 5e. Hein. Donc ça commence il y a hyper longtemps. Ouais. On jouait à un jeu vidéo qui s'appelait Dofus à l'époque. Donc oui. Ma génération a connu. Je sais pas si toutes les générations ont connu. D'ailleurs, je crois même que ça a été revendu. Ah, peut-être. Ça appartenait à Ankama, mais je sais pas ce que c'est devenu. Et donc on joue à ça tout le collège. On devient très bons amis. Donc on geek grosso modo tous les week-ends l'un chez l'autre. Et on a continué à être meilleurs potes. Donc on est toujours meilleurs potes. Hier, on fêtait son anniversaire d'ailleurs. Et donc très sympa et effectivement ça a évolué dans nos études sur ce futon à San Francisco et puis ensuite sur Zephyr. Ah, tu vas trop vite. Bon, en tout cas, le message pour les parents, c'est que si vos enfants jouent aux jeux vidéo, ce n'est pas définitivement perdu pour eux, rassurez-vous. C'est pas perdu. Ça peut créer de belles histoires. Donc on est sur un futon à San Francisco, pas avec le projet d'aujourd'hui, pas avec Zephyr, mais avec un projet un peu fou dans la biotech, avec cette envie de connecter le cerveau et la machine. J'en dis pas plus, mais il faut que tu expliques. Alors si je t'en dis même un peu ambitieux. Ouais, si je t'en dis un peu plus, on a voulu faire ça parce que on avait avant ça investi dans les crypto-monnaies ensemble. Enfin, on voulait déjà monter quelque chose ensemble, on savait pas quoi, mais on voulait continuer de bosser ensemble et faire des choses. Et à l'époque, moi, j'étais en stage, donc en école, en finance. Et donc, je dis à Louis, mon associé, si je quitte ce secteur, c'est un peu dur de revenir derrière. Moi, je suis très chaud, mais dans ce cas-là, il nous faut un petit pactole de départ. Il nous faut un plan B et au moins qu'on soit un petit peu sécurisé et qu'on ne perde pas trop. Louis m'avait introduit aux crypto-monnaies à l'époque pour ce qui s'appelait l'ICO d'Ethereum. Donc, c'était quand Ethereum était devenu... je sais même pas comment on dit aujourd'hui, mais publicly listed, donc tu pouvais acheter de l'Ethereum après le lancement du projet. Donc à l'époque, ça valait $5, donc c'était vraiment pas cher. Et il en avait acheté beaucoup, et je l'avais vu commencer donc on était très potes, à commencer à devenir très riche, mais avec
50 € de départ, ça devenait des milliers d'euros. Donc la somme de base était très petite, mais la somme commençait à être significative pour des étudiants. Et donc, on avait commencé tous les deux à investir et ça avait déjà plutôt bien marché, mais avec nos économies de jeunes enfants et d'adolescents, quoi. Et donc, à ce moment-là, quand je dis OK, je suis OK de quitter la finance et de pas chercher d'autres stages et de pas continuer à développer ces skills, mais dans ce cas-là, allons plus loin sur les crypto-monnaies. Et à l'époque, je prends un prêt de 50 000 €. Louis également investit. T'as pas peur? Pour être honnête, c'est un prêt étudiant, donc c'est 0,8% de taux d'intérêt. À l'époque, je pense d'ailleurs que les prêts étudiants sont toujours des taux d'intérêt hyper faibles. Et donc, pour moi, le risque était quand même assez nul, sachant que j'étais historiquement dans le secteur de la finance. Je me suis dit, bon, les 50 000 €, ils sont très très vite remboursés. 0,8%, pour que je fasse moins bien que ça, il faut quand même être mauvais. Et au pire du pire, j'étais capable de les perdre. C'est pas comme si j'avais perdu 1 million et que j'étais incapable de les rembourser. 50 000, j'étais très à l'aise. Je dis ça à ma mère, parce que du coup, les banquiers... Elle doit trouver ça génial. Les banquiers demandent une garantie, en fait. Donc, je me fais refuser toutes les banques. Ils me disent non, il faut que vous ayez des garants. Et à la fin, je trouve une banque qui est en partenariat avec mon école et qui dit, en fait, vu que l'école... pas besoin de garant pour cette école, grosso modo, parce qu'on sait que vous avez trouvé un travail, que vous êtes capable de rembourser le crédit. Je leur dis que je vais faire une école de commerce. Donc, j'ai besoin d'argent, du coup, parce qu'une école d'ingé, c'était gratuit. Ils me donnent les 50 000 €, et le lendemain, on met tout sur... donc, on passe un mois enfermé dans une chambre à étudier tout le marché, qui était beaucoup plus simple à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup moins de complexité et de projets. Et donc, on fait une analyse des équipes, une analyse des projets. Vraiment, on se met dans la tête d'un venture capital. Et on investit, du coup, moi, les 50 000 €. Louis, il avait une autre source d'argent, mais grosso modo, plus ou moins la même chose, et on va à 100%. Attends, t'investis pas uniquement dans la crypto? 100% dans la crypto. 100% dans la crypto. Ouais. Les 50 000 partent dans la crypto. Je négocie avec ma mère pour, du coup, ne pas faire cette école de commerce qui, en théorie, était quand même plus ou moins dans le pipeline. Donc, il y avait une histoire d'école de commerce. Je lui dis, si tu peux me donner l'équivalent de l'année de l'école de commerce juste pour subvenir à mes besoins, manger, etc., et qu'on essaye de lancer quelque chose, et dès qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, et je me débrouille. Et donc, je trouve un deal où elle me dit, OK, pas de souci, mais si derrière tu veux faire l'école, tu te débrouilles, je ne le payerai pas, quoi. Et vu que tout le reste de mes études était gratuit, j'ai réussi un peu à négocier sur le fait que mes frères avaient des écoles payantes. Et donc, c'est comme ça qu'on se lance. Et c'est à ce moment-là, donc du coup, long story short, on se retrouve à San Francisco dans la biotech. Pourquoi? Parce que... Ah, attends, juste à la fin, tes 50 000 €, ils valent combien? Alors, déjà, ils sont toujours investis. On n'a jamais retiré, on n'a jamais rien vendu. Et donc, aujourd'hui, ça, c'était... Donc, tu étais millionnaire, mais seulement sur le papier. Exactement. Mais, Okay. mais ça joue beaucoup, parce que en tant que jeune entrepreneur, jeune étudiant qui arrive sur le monde actif, se dire, en fait, j'ai aucune charge, j'ai aucune pression. Déjà, j'étais assez confiant, donc j'avais déjà pas vraiment de pression financière, mais dans ma tête, il fallait quand même que je travaille pour collecter de l'argent. Ouais. Là, finalement, j'arrive à 22 ans en me disant, en fait, si je veux ne pas travailler jusqu'à mes 32 ans et faire des projets, je peux. Je vais pas vivre sur un yacht, je peux acheter un hélicoptère, je peux pas faire des folies, mais ça enlève énormément de pression financière qui permet de te lancer en toute sérénité. Et donc, du coup, la pression, ça devient plus la pression du temps. Et se dire, en fait, il y en a qui l'ont fait très, très rapidement, il y en a qui sont très bons, est-ce que je suis mauvais? J'ai pas envie d'être 32 ans, d'avoir fait 10 ans d'échecs. Donc, t'as une pression de ta propre ambition et de l'image que t'as de toi-même et de la pression du temps, de te dire, même je l'ai encore aujourd'hui, tu te dis, je découpe mes années professionnelles en blocs de 10 ans, j'approche de mes 30 ans, là, je me dis, en fait, j'ai déjà écoulé un bloc qui compte les études, mais qu'est-ce que j'ai réussi à faire en un bloc? C'est bien, mais c'est pas non plus... T'es pas encore à la Legendary Company. Voilà, je me dis, il y en a encore beaucoup. Ouais. Et en fait, je me dis, des blocs comme ça, j'en ai pas tant que ça, parce que mon prochain bloc, c'est 40, mon prochain bloc, c'est 50, puis 60. Et puis, s'il y a 60, j'ai pas matériellement atteint mes objectifs, ça m'étonnerait que je les atteigne entre mes blocs de 60 et 100, quoi. Là, à mon avis, j'aurais d'autres envies, j'aurais peut-être plus envie de travailler autant, etc. Donc, j'ai quand même la pression du temps et de l'ambition. En fait, c'est à 60 ans que tu sauras si tu as réussi ou raté ta vie. Et c'est pas une question de ce que tu porteras au poignet. Non, alors c'est pas une question de ce que je porterai au poignet. Je vais pas attendre 60 ans et en vérité, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais moi, je vois vraiment ma vie comme un chemin et donc pas comme un point d'arrivée. Donc au final, je m'en fiche. C'est juste que quand je fais une rétrospective, je me dis, qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi j'en suis que à là? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Et il y a des moments où tu regardes le trajet parcouru et il y a des choses pour lesquelles tu peux être fier. Et il y a d'autres choses où tu te dis, j'ai quand même 30 ans, j'aurais pu faire plus. Ouais. Mais les deux sont vrais en même temps. Il n'y a pas une ambition qu'on n'atteint pas en se fixant des paliers intermédiaires.
Il y en a, il y a toujours aussi des paliers intermédiaires, mais bizarrement, non, en vérité, c'est faux. Il y en a toujours. Il y en a toujours qui sont. Je dirais que je mets toujours des paliers qui vont être un peu fous, trop ambitieux, mais je vais les atteindre. Atteignables ou pas loin. Atteignable sur un malentendu. C'est le niveau d'ambition qu'on se fixe. Et donc, en général, on est à 90% de ce qu'on avait fait, ce qui est quand même fou. Et donc, on est toujours un peu sur notre fin. Et après, on va mettre le plus loin. Mais bon, j'en ai pas mal d'anecdotes là-dessus. On pourra en parler après. Ah ouais, avec plaisir. Donc, je reprends. Le Futon, San Francisco et un projet de connecter le cerveau humain à la machine. Ouais. Et dichotomie aussi, c'est que du coup, au début, on va à Londres. On est jeune étudiant. C'est pas parce que vous n'avez pas pris le bon avion. Non. Ou le bon train. Mais jeune étudiant, pour te dire, du coup, on se dit quoi, on va aller en bus à Londres parce que ça coûte moins cher. Dans le bus, on actualise les cryptos. Je pense que dans le trajet du bus, on fait plus 300 000 euros. Sauf que on fait plus 300 000 euros dans le trajet de bus pour aller à Londres, sauf qu'on prend un bus parce qu'on n'a pas assez d'argent pour prendre le train. Donc il y avait un truc qui était un peu bizarre à cette époque quand même, qui était un peu vraiment, et parfois autre truc complètement fou, mais ça allait nous arriver de prendre genre 1h30 pour trouver une solution pour pas payer un software qui coûtait 2 euros. Alors qu'à côté de ça, il y avait 500 000 euros, 1 million à l'époque qui était en crypto. Donc il y a plein de trucs qui étaient un peu bizarres où on avait les héritages, schizophrène, quoi. Un peu les héritages de notre vie étudiante sans budget, avec en même temps un nouveau budget qui venait d'être acquis, mais en même temps qui était complètement fictif. Et donc on le dépensait pas et on agissait comme si on ne l'avait pas. Mais donc du coup, on se dit, on a beaucoup de chance parce qu'on investit très vite. Il y a une énorme croissance des crypto-monnaies, donc on a peu eu le temps de se poser des questions, d'avoir des doutes. Très vite, on a beaucoup d'argent. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Une boîte de biotech qui est connecter le cerveau à l'ordinateur. Et on part dans des tunnels, mais des tunnels de lire des papiers de recherche, passer des soirées entières, essayer de comprendre comment faire de l'entrepreneuriat. Mais du coup, on savait rien faire. On savait pas faire de biotech, on savait pas faire d'entrepreneuriat. Vraiment, on a fait toutes les erreurs inimaginables possibles. Et on a fini, du coup, au début à Londres sur un futon. Après, on se dit, en fait, la biotech, ça se fait qu'aux États-Unis. Donc, on part à San Francisco. On fait 3 mois à San Francisco. On trouve des visas un peu bancals parce que techniquement, tu n'as pas le droit d'aller vraiment aux États-Unis pour ça. On fait toute notre histoire aux États-Unis. Et après, on décide de revenir. Et donc, story short, on a arrêté la biotech. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait arrêter ? On lève des fonds là-dessus, on signe un institut de recherche qui est l'Institut Langevin. Donc on a une équipe de recherche qui travaille sur une technologie qu'on a identifiée, qu'on pense est pertinente. Et on est un investisseur qui croit en nous, etc. Et à un moment, elle nous regarde et elle nous dit, il y a 2 choses. Il y a des rencontres à San Francisco, je te racontais tout à l'heure, où les gens disent, en fait, vous êtes complètement fous, vous allez jamais, c'est impossible ce que vous voulez faire et ça ne verra jamais le jour. Tu m'as dit, votre projet, il est fucked up. Exactement, je te disais, l'anecdote, c'est on croise quelqu'un qui avait levé plus de 50 millions, 75 millions, à Stanford, qui avait un background dans Stanford médical, donc vraiment qui avait tous les bonnes écoles et le bon track record. Et il me dit la seule raison pour laquelle on a levé, c'est j'étais à l'école à Stanford avec le partenaire de Chandro Horowitz qui a l'idée de notre round. Il me dit, toi, ton truc, c'est beaucoup plus fucked up que moi. Il y a no way que tu y arrives et no way que tu lèves 1 euro. Et donc, au fur et à mesure de discussion, petit à petit, on réalise que on n'a pas assez d'argent pour faire un projet qui est aussi fou. Là, toi, tu as déjà levé un peu ? Ouais, mais 250 000, quoi. Allez, okay. Et donc, à ce moment-là, d'ailleurs, même à San Francisco, on n'avait pas encore levé. On lève quand on revient en France. Qu'en France, on se rend compte qu'on est les leaders mondiaux de la technologie à l'Institut Langevin, qu'on avait envie de commercialiser. Et donc, on va voir l'Institut Langevin, on signe le partenariat de recherche pour appliquer ça à notre use case. Et là, on lève les fonds. Attends, qui est leader mondial de la techno ? L'Institut Langevin. Ok. Qui est un institut d'ondes et d'images. Et en l'occurrence, la technologie, c'était une combinaison d'ondes et d'images. D'ailleurs, il y a 2 personnes qui travaillent sur des technologies similaires. Il y avait Neuralink, qui était un petit peu différent parce que c'était invasif. Et nous, on était partis sur du non-invasif. Donc, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le cerveau, on fait ça de l'extérieur du cerveau. C'est Brian Johnson qui aujourd'hui est connu pour tout son contenu sur la longévité. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, qui te vend tous ces trucs. Et lui, il a une boîte qui s'appelait Brain, je n'ai pas envie de dire de conneries, je ne me rappelle plus son nom. Non plus. Et avant ça, il a fait une boîte de paiement qui avait vendu 800 millions et il avait mis 200 millions, je crois, en seed. La boîte, elle est nulle part. Donc, d'un côté, quand je vois ça, je suis content d'avoir quitté l'industrie et l'écosystème. Mais voilà, ça, c'était notre détour en biotech. Donc, le petit détour en biotech, retour case départ. Ouais. Et surtout, retour case départ plus Covid.
donc qui arrive en même temps. Et donc là, on se dit, bon, bah ok, ça fait... on a plus ou moins écoulé le pécule initial qui nous permettait de survivre donc à 2 dans une chambre sur un futon. Ouais, t'as encore la possibilité de vendre tes cryptos. On a encore la possibilité de vendre les cryptos, mais du coup, on se dit, bah en fait, on n'a rien réussi à faire en 1 an et demi, 2 ans. Là, il y a plein Covid. Bah du coup, what's next? C'est quoi le game plan? Est-ce que faut pas s'arrêter là? Est-ce qu'on continue, etc. Et au final, on décide de remettre donc on se confine ensemble et on décide de remettre une pièce dans la machine. Et c'est là qu'on commence à réfléchir à ok, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose sur l'immobilier? Et comme je te disais, parce que pour le coup, c'est un marché exactement où il y a des problèmes que vous identifiez. Ouais, parce que la grosse frustration quand même de ce détour biotech, c'est t'as une vision, tu penses qu'il y a un truc qui est utile à long terme pour vraiment le concept, pour te donner vraiment l'idée philosophique du coup de s'appeler MetaBrain, de la boîte de biotech, c'était se dire l'humain est statique, on n'a pas évolué depuis l'Homo sapiens, qui est la dernière itération officielle de l'humain qui a plus de 200 000 ans, et la technologie en fait c'est exponentiel. Nous on est hyper jeunes, enfin moi je suis de l'année 95, mais tu te dis l'électricité c'est hyper récent, l'internet encore plus, aujourd'hui l'IA, les vagues technologiques elles s'accélèrent énormément, mais tout ça ça a même pas 200 ans sur une scale de 250 000 ans de l'Homo sapiens. Et donc si on veut assurer une continuité et une dominance de l'espèce humaine, il faut mettre en gros l'Homo sapiens sur la courbe exponentielle de la technologie. Et comment faire ça? Bah, on pense que l'interface de la souris du clavier marche pas, il n'y a pas assez de débit, et donc une connexion directe serait une solution. Mais du coup, il n'y a pas de problème, quoi. Et philosophiquement, l'être humain n'était pas déjà dominateur de toutes les espèces Bah si, mais en fait, notre constat, et je le pense d'ailleurs toujours, et tu vois, on a cette bague, et sur la bague, à l'intérieur, il est écrit Homo Conscious, qui était avec Louis, on l'a toujours, et on l'a fait à l'époque à Londres, et c'était pour dire l'homme conscient, et qui pour nous était un peu l'évolution prochaine de l'Homo sapiens, qui est un peu plus interconnecté avec la technologie. Ça fait très transhumaniste quand je le dis comme ça, mais ça le veut pas vraiment. C'est plus se dire, on a objectivement 250 000 ans d'existence en tant qu'Homo sapiens. L'évolution biologique, elle est très très lente. Je te disais tout à l'heure, je me suis mis au triathlon pour commencer à avoir un meilleur cardio, pour avoir des adaptations physiques. Ça met des années, des années. Si tu veux itérer d'un point de vue génétique l'humain pour enfin, tu as une évolution des naturelle. Vrais steps, ouais. Ça peut prendre du temps. Ça va mettre des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, tu passes il n'y a pas d'électricité à on a les LLM, on a de l'IA en 200 ans. Tu peux comme te poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans les 200 prochaines années et quelle va être la place de l'humain qui était l'espèce dominante jusqu'alors. Et après, tu as plein de visions. Tu pourrais dire, peu importe, est-ce que l'humain doit même être l'espèce dominante et tu as des purs technologistes qui vont te dire, si l'IA doit prendre le contrôle parce que ça devient la nouvelle espèce dominante et que l'humain est relégué à une place de ce qui est le chien aujourd'hui dans la société ou la fourmi ou peu importe, pourquoi pas. Moi, c'est un truc qui... Je sais pas trop comment me positionner, mais ça m'enchante pas des masses. J'ai pas envie de me faire marcher dessus comme une fourmi. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, l'interface cerveau-machine, c'est une solution parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, c'était un peu le raisonnement d'Elon Musk avec Neuralink. Sauf qu'aujourd'hui, dans son discours, il te dit, en fait, Neuralink, ça va mettre beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est pour ça qu'il s'est aussi beaucoup lancé sur l'IA. Outre, je pense, le gain short term et ce que ça peut apporter sur ces autres boîtes. Il y a aussi un concept de, l'IA va tellement vite que ça va être hyper dur de faire une solution viable sur le très long terme. Mais en tant que très jeune entrepreneur naïf et ambitieux, c'est pas des zones dans lesquelles tu as envie de t'aventurer trop parce que c'est pas des endroits où tu peux avoir beaucoup d'impact à ce stade de développement. Faut être conscient de ses forces et ses faiblesses, quoi. Bon, à défaut que l'humain domine encore plus le monde en étant connecté à une machine, il y a des choses à faire dans l'immobilier. Ouais. Et on va en parler un peu parce que c'est ta boîte d'aujourd'hui, Zephyr, je le disais en intro. Et donc, vous allez vous lancer autour d'un premier positionnement. Je veux bien que tu en dises un mot, mais je spoil tout de suite, ça va changer. Ouais. Premier, donc alors Zephyr, du coup, à ce moment-là, on se dit, il nous faut, on en a marre d'être avoir une solution et pas de problème. Donc il nous faut un énorme problème. Et une solution quand même. Fragmenté, une solution, mais on n'a pas la solution à ce moment-là. Ouais. On se dit, on cherche pas de solution, on cherche vraiment un problème. Et on se dit, la solution, on va la créer en fonction du problème. Et on va arrêter de faire... C'était Steve Jobs à l'époque qui répétait beaucoup ça, mais qui était, il vous faut des problèmes, il ne faut pas des solutions. Et nous, on avait une solution, une vision, on voulait connecter l'homme, mais il y avait pas... quand on arrivait dans le concret, c'est comment tu monétises, nada, rien. Toutes les applications médicales, il y avait des meilleures solutions. Donc c'était un enfer. Et à chaque fois qu'on trouvait un problème, en fait, notre solution était suboptimale.
Et donc, à un moment, on s'est dit là, il nous faut juste un problème et la solution, on verra plus tard. On choisit l'immobilier parce que énorme marché, tu dis 50 milliards, mais c'est 250 milliards annuels. Donc, c'est vraiment gros, c'est fragmenté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 agents immobiliers en France, donc côté vendeur, du coup. Et un NPS qui est très faible, donc ça veut dire que les gens, en général, détestent les agents NPS, immobiliers. Net Promoter Score. Ouais. Donc les agents, enfin en gros, la population française déteste les agents, si on fait très simple. Donc il y en a beaucoup qui sont détestés sur un énorme marché. Et donc on se dit, ça c'est un vivier d'opportunités pour nous. Réfléchissons à ce qu'on peut faire. On connaissait un peu, le père de Louis est notaire, et donc il a beaucoup baigné dans l'immobilier de par sa famille. Et donc on se dit, ok, c'est un sujet qui peut nous intéresser et on peut faire quelque chose. Et la première idée qu'on a, c'est inspiré d'ailleurs d'un modèle américain qui était l'iBuying, où c'était du rachat en ligne de biens immobiliers. Nous, on se dit, on va adapter ça au marché français. C'est de l'achat immobilier garanti. Exactement. L'idée, c'est, je te fais une offre d'achat en ligne, en quelques clics. Donc, je te donne mon adresse. Exact. Tu remplis un formulaire, tu me donnes des informations sur ton bien. Je vais dire, ok, ton appart, il vaut 500 000. Je te fais une offre d'achat. Si tu l'acceptes, j'ai 1 an pour vendre ton bien. Si au bout d'1 an, il n'est pas vendu, je l'achète. Pourquoi on fait ça? Une vente garantie et pas de l'achat en ligne. On ne devait pas lever de dette. Donc c'était hyper cool pour aller très vite parce que lever de la dette c'est très compliqué, il faut un track record, enfin je te passe les détails, c'est chiant. Deuxièmement, en France, on a des frais de transaction qui sont beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas de notaire. Communément, ce que toi et moi on peut appeler des frais de notaire, qui en fait c'est pas que des frais de notaire, mais c'est beaucoup des taxes, viennent ralentir les transactions, et même quand tu as des régimes spéciaux de marchand de biens ou autres, c'est 2-3%. Et pour un particulier, ça fait du coup des frais de service qui sont très élevés. Et donc à ce moment-là, on se dit, on ne veut pas acheter les biens, on veut les garantir dans le temps. Et c'est là qu'on lance ce produit qui a eu beaucoup de croissance 2021-2023. C'est sur un positionnement comme ça, je comprends l'intérêt de ne pas avoir à lever des dettes. C'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que c'est ce qui a fait qu'on a pivoté, hein, c'est qu'il prend du risque marché. Okay. Et donc tu es très dépendant d'un marché. Si tu ne vends pas, tu t'es engagé, ça peut être bancal, ou si tu t'es trompé de valeur de bien, ouais, tu perds. Et en plus, c'est des business. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de business, nous, ça nous a mis un pied dans l'entrepreneuriat de façon assez intéressante, parce que c'est quand même des business très compliqués. Et plus communément, tu pourrais mettre dans la case des business d'inventaire. Et inventaire avec des très longues feedback loops. Donc, ça veut dire que tu prends beaucoup de positions. Nous, on réfléchit en cohorte. Donc, on va dire tous les mois, on prend X millions de positions sur des biens immobiliers. Et tu essaies d'améliorer ton pricing, qui est vraiment donc, ta capacité d'estimer et de valoriser un bien, qui est le corps de ta machine. Sauf que ce qui se passe, c'est que tu mets 12 mois à avoir la feedback loop complète, parce que les biens que tu as bien pricés, tu les vends assez vite, tu les vends assez bien. Donc tu te dis, tout se passe bien, on performe comme on est censé performer, etc. Et en fait, au mois 10, tu te rends compte que tu avais 3 pommes que tu as complètement ratées et qui vont te faire perdre 100 000, 100 000, 100 000. Et quand tu regardes la marge de ce que tu avais pris en position sur ce mois-ci, en fait, du coup, tu deviens négatif. Donc c'est-à-dire que tu as fait un mauvais mois, mais tu le sais 10 mois après. Ça t'a fait 10 mois entre les deux où tu as continué à prendre des positions sans avoir les apprentissages de ce que tu avais raté il y a 10 mois. Et sans savoir si les 10 mois qui ont suivi sont bons. Donc en fait, c'est une sorte de boucle où tu prends des positions de plus en plus grosses, tu fais de la croissance de plus en plus forte, tu as tes feedback loops qui sont très tard. Ça ressemble vachement au métier de venture capital au final. Hein. Et en sachant que tu évalues le bien, sa valeur, sur du déclaratif, du cédant, ça peut avoir un enjeu aussi. Du coup, on a itéré énormément sur les process, comment faire, mettre un humain, pas d'humain, tout vérifier, faire du déclaratif, avoir un process un peu plus assurantiel dans le sens où si t'as menti sur un truc. Exactement, dans ce cas-là. Mais en fait, quand tu arrives en contentieux, c'est quand même toujours un peu plus gris que simplement tes contrats. Ouais. Et plus tu mets de blocage à l'entrée, plus moins tu fais de mandats. Moins tu fais c'est plus que des mandats, mais moins tu fais de transactions. Et en plus tu vas aussi augmenter tes frais d'acquisition parce que tu baisses ta conversion. Donc ton CAC, il augmente. Et donc, au final, c'est quand même un modèle qui est très, très dur à exécuter à scale. Et un jour, j'espère que j'ai pas pété l'iPad que je viens de faire tomber. Et un jour... Waouh! La grosse claque. Ouais, la grosse claque. Augmentation des taux d'intérêt. Il est cassé ou pas? Non, l'iPad va bien. Cool. Augmentation des taux d'intérêt super rapides. La plus rapide des au moins 15 dernières années, si ce n'est 50 dernières années. On est en 2022. On est en 2022, ouais. Et donc là, on voit le marché qui commence à bouger, etc. Nous, on n'avait fait que grossir, beaucoup de croissance. On avait levé 24 millions. On venait de lever 20 millions de série A avec Sequoia. Très concrètement, qu'est-ce que ça change l'augmentation des taux d'intérêt? Alors, en fait, l'immobilier
n'est rarement un actif qui est acheté en cash. Donc il y a souvent un crédit qui est adossé à un achat. Et donc quand tu as une augmentation des taux d'intérêt, tu as en général, c'est plus ou moins corrélé, une augmentation du coût du capital. Et donc du coup, en très simple, ça veut dire que... Les gens achètent moins cher. Bah, du coup, ils ont moins de capacité d'achat parce que le coût du financement augmente. Et donc, je dirais, à salaire équivalent, tout le monde descend d'un cran. Et donc, souvent, l'impact mécanique que ça a, c'est que du coup, les gens, bah, si tout le monde descend d'une gamme, les prix descendent d'une gamme. Donc, plus le coût du financement est pas cher, plus le coût de l'actif est cher. Plus le coût du financement est cher, plus l'actif en prend un coup, quoi. Et donc, c'est un impact sur tout ce que tu as signé et garanti sur les 10 mois passés. Ouais. Parce que du coup, nous, le taf, c'est quand même de se dire, je suis capable de donner un prix aujourd'hui et de prédire le futur et le prix de revente. Parce que sinon, t'as pas de business. Et vu que c'est pas instantané, il y a quand même un risque marché. Et là, on est exactement dans ce risque marché. Parce que je prends une position au jour 0 et en fait, il peut se passer plein de trucs entre mon jour 0 et mon jour 120. Et là, ce qui se passe, c'est que mon coût du financement, il explose. Donc mes acheteurs disparaissent. Et je me retrouve avec une pile de positions immobilières qui se comptent en centaines de millions. Soit tu les vends au rabais ou tu perds, soit tu dois les acheter et tu perds encore plus. Pour le coup, oui, c'est ça. En termes d'anecdote, on n'a jamais acheté un bien. On a toujours tout vendu, mais on a vendu avec des pertes. Et donc là, à ce moment-là, on se regarde et on dit, OK, on ne pense pas que le modèle, vous en prenez conscience day one, le jour où ils annoncent l'augmentation des taux d'intérêt ou ça... C'était pas day one, mais ça va très vite. Bah, pour te dire l'anecdote... Donc Sequoia qui sont investisseurs chez nous, post-mortem nous disent, donc il y a un gros fonds américain qui a assez peu de boîtes en France, mais beaucoup de boîtes dans le monde, et les plus grosses, donc Nvidia, Google, Apple, Airbnb, etc. Ils nous disent de tout le portefeuille, on était la boîte qui a réagi la plus vite et de manière la plus agressive au changement du marché. On a pris le produit, on l'a killé, donc on a arrêté de vendre le produit, on a liquidé l'intégralité du portefeuille, on a restructuré l'équipe, on a relancé un nouveau produit dans la foulée qui a eu Instant Product Market Fit. Et tout ça, c'était... en combien de temps? C'était hyper dur, ça a duré un quarter. Pourquoi dur? Bah, faut... alors déjà, le plus... C'est une question naïve, mais... Non, non, c'est vraiment... C'est une bonne question. Le plus dur, en vérité, c'est même pas les employés, c'est les clients. C'est-à-dire que les clients ont 100 millions de positions. Premier constat, c'est on ne va même pas les vendre, on va les liquider. Donc, tu appelles les clients et tu leur dis, tu m'as fait confiance. Toi, en plus, ça fait des années que tu essaies de pitcher le truc en mode, fais-moi confiance, ça va le faire et tout. T'appelles le client, tu lui dis finalement t'as un projet immobilier, t'as déjà acheté ton prochain bien, je t'avais dit que je t'achetais ton bien, je vais pas te l'acheter. Maintenant comment on s'arrange? Moi je pense qu'au vu du temps que je te l'ai garanti, ce que je t'avais promis, etc., je te dédommage d'autant financièrement, on sort du contrat et voilà. Et oui, t'essayes même pas de vendre un peu à perte On sort de tout, on liquide. Donc c'est-à-dire que du coup on appelle tous les clients. Potentiellement la contrepartie, est-ce que tu vas donner à ton client te coûte moins cher que ce que tu aurais perdu si tu avais dû le vendre à la casse? On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est juste que si tu vends tout, tu restes avec un portefeuille pendant encore X années. On ne sait pas comment ça va aller. Il y a un risque que la boîte meure, parce qu'en plus on quitte l'intégralité des revenus. Donc c'est-à-dire que tu dis faut tout restructurer. Et donc à ce moment-là, on se dit pour les clients comme pour la boîte, si on veut qu'il y ait une chance de passer cette crise, il faut liquider l'intégralité des positions. Et donc là, dans un WeWork, on se met dans une cave, on fait des équipes de 2, on est 6 à faire ça. On appelle client sur client et tu te fais insulter. T'as des gens qui sont en pleurs. Toi, t'es hyper mal parce que au final, c'est ce que t'as vendu, c'est ce que t'as créé. Tu te rends compte que t'as laissé tomber les gens. Donc vraiment, vraiment, vraiment dur. Et une fois que t'as fini avec les clients, bah, tu fais l'interne. Ok, ces équipes-là, on en a plus besoin pour le nouveau modèle. On va conserver que ces personnes-là. En plus, tu pivotes avec une boîte qui est quand même relativement grosse. À l'époque, on était quand même 80. Donc on supprime 30 positions à peu près, donc c'est-à-dire qu'on se sépare de 30 personnes, pareil, qui nous faisaient confiance. Plus facile, parce qu'en France, il y a le chômage, les impacts financiers sont beaucoup plus faibles. Oui, c'est une période compliquée, etc., mais c'est beaucoup moins grave que les clients. C'est plus humainement que c'est compliqué. Ouais, et beaucoup moins dur que les clients. En vérité, le ratio, je mettrais 1 à 10. Ah ouais. Ouais, non, vraiment, vraiment, client très, très, très dur. Les impacts financiers sont énormes. Les employés, ça va. Ensuite, tu vas avoir potentiellement un impact, enfin en tout cas ce que je projette, un impact réputationnel. C'est-à-dire qu'au moment où tu te sépares de ces clients, tu parlais de NPS, etc., mais il y a un truc qui s'appelle Lavi, Google ou Trustpilot. Là, vous devez vous faire démonter en ligne. Même pas, parce qu'on fait ça bien. On fait ça bien, on fait ça de façon difficile. C'est-à-dire qu'on est clean avec tous les clients et on les lâche pas tant qu'on n'a pas trouvé une solution qui les permette de transitionner.
Et du coup, on transacte avec l'intégralité des clients, à part les plus irrationnels. Donc, c'est-à-dire ceux où on considère qu'ils sont... soit ils essayent de profiter de la situation, soit ils sont complètement décorrélés du préjudice qu'on considère avoir été subi. Et dans ce cas-là, on a eu quelques contentieux qu'on a gagnés d'ailleurs. Mais sinon, pour les autres, on a été fair, on a été généreux et on a essayé de les aider au maximum à transitionner, mais ça reste extrêmement compliqué. Des gens qui ont des pré-relais, le pré-relais arrive à maturité, on s'est engagé sur un certain prix, et donc ils ont un certain montant un pré-relais, c'est un prêt intermédiaire, pour ceux qui ne savent pas, qui permet d'acheter avant d'avoir vendu. Donc c'est-à-dire que la personne, elle a 2 biens, 3 crédits, donc elle a l'ancien crédit, le nouveau crédit, le pré-relais. Et donc il faut qu'elle vende si elle veut sortir de son pré-relais. Donc nous, par exemple, on fait un contrat, on lui donne 70 000 € pour sortir du contrat, n'importe quoi, l'équivalent de 10% ou du prix de vente qui est déjà en dessous du prix garanti. Là, directement, la personne doit le rembourser à la banque, elle doit renégocier avec sa banque. Enfin, c'est des situations très stressantes. Ouais. Donc ça vraiment, c'était un enfer. À l'époque, je prends, je sais pas, 15 kilos. On travaille 24/24 tout le temps et très très chargé émotionnellement. C'est le stress, les 15 kilos où tu bouffes le stress, malbouffe, manque de sommeil et énormément vraiment des discussions compliquées tout le temps, quoi. C'est compliqué avec tous les clients, toutes les décisions sont difficiles. Il y a des moments dans l'histoire de Zephyr qui ont été beaucoup plus sereins, on va dire. Mais d'un côté, comme disait Sequoia, on s'est forcé dans cette situation parce qu'on pensait ce qui était nécessaire. Parce qu'en vérité, on aurait pu fermer les yeux, on s'en fout, j'aurais très bien dormi, pas pris 20 kilos, au pire la boîte elle serait morte et c'est pas la fin du monde, il y a le tribunal, basta, et puis on fait notre life. Donc non, on s'est mis nous-mêmes dans cette position parce qu'on pensait que c'était nécessaire. Juste cette position était très dure, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur de manière très personnelle, humaine, ou sur même ta capacité d'entreprendre ? Je pense que là, j'ai pris... Alors, c'est marrant parce qu'on avait un chief of staff à l'époque qui s'appelle Eddie et qui travaillait chez Goldman Sachs avant d'aller en private equity. Et chez Goldman Sachs, c'était l'employé qui travaillait le plus côté badge in and out. C'était le number one at the office world. Et quand on faisait ce restructuring, lui, en plus, il avait son futon, lui, mais dans les bureaux. même pas, mais juste, il me disait le niveau de stress est plus intense que ce qu'il connaissait chez Goldman en travaillant top one world de en heures. Parce qu'en fait, c'est un stress qui est totalement différent. Et moi, malgré les 15 kilos, au final, j'essayais de prendre pas mal de recul et d'être assez serein dans la situation. Et je disais, au final, c'était au même moment qu'Elon Musk rachetait Twitter et restructurait Twitter. Je disais, moi, demain, tu me fais racheter Twitter, tu me fais restructurer Twitter. C'est difficile pour moi. Je pense que je suis pas sûr d'avoir les compétences et les hard skills pour le faire aussi vite et aussi bien que ce qu'il a réussi à le faire. Et on pourrait juger à quel point c'était bien, mais ça demande une évolution. Tu sais, si tu vois ça comme des niveaux, et de te dire, aujourd'hui, je suis niveau 5, le mec, il est niveau 55. Je pense qu'en termes de niveau, ce quarter, il m'a fait prendre 15 niveaux. Mais on retrouve le jeune joueur de jeux vidéo que tu étais. Ouais, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Moi, je me dis, je suis dans mon développement personnel et j'avais connu certaines choses, mais j'étais encore très immature sur plein d'autres choses. Et là, je suis encore très jeune et immature sur un milliard d'autres trucs. Et tous les jours, je développe des nouveaux skills, j'apprends des nouvelles choses, etc. Et ce quarter, il m'a vraiment fait gagner en termes d'apprentissage un paquet d'années, de prendre des décisions, d'exécuter rapidement, d'avoir des discussions difficiles, comment les gérer le stress, etc. Et ça, j'en suis reconnaissant et je suis aussi conscient que ça reste à ma petite échelle. C'est-à-dire que c'était mon combat de cette période à mon âge. Aujourd'hui, tu me le refais faire, je le fais 2 fois mieux. Et aujourd'hui encore, tu me donnes Twitter, je sais pas le faire. Donc, où je me casse la gueule, je le fais en me cassant la gueule, quoi. Où tu découvrirais que tu es finalement capable, mais ça, il faut le vivre pour le savoir. Exactement. Ce modèle nouveau, donc ce pivot, il vous amène aux Zephyr d'aujourd'hui. Ouais, enfin. Enfin, après pas loin d'1 heure d'échange. Ouais, alors, écoute, le modèle d'aujourd'hui, du coup, c'est quoi ? On se dit, on n'a plus envie de prendre de risques de pricing, donc on n'a pas envie d'être intermédiaire. Par contre, on veut toujours accélérer et simplifier la transaction immobilière. On connaît très bien les vendeurs, on connaît très bien les agents et les besoins. Et ce qu'on propose aux vendeurs, c'est de vendre 2 fois plus vite, en ayant accès à 95% des acheteurs du marché. Comment on fait ? C'est tous les agents immobiliers locaux travaillent ensemble sur une seule et même transaction. Donc on est connecté aux agents qui nous donnent accès à leurs acheteurs. Et comme ça, quand tu passes par la plateforme Zephyr, tu as accès à tous les agents, tous les acheteurs. Et tu n'as pas besoin de choisir. Quand tu dis tous les agents immobiliers, c'est quelle que soit la marque pour laquelle ils bossent ? Ouais, nous on n'a pas d'agents, on est vraiment une plateforme, on travaille avec tout le monde. On va travailler avec La Forêt, Orpi,
Safety, Ficity, Tous. tu peux les nommer, réseau mandataire d'agence, IAD, peu importe. ouais. Et donc du coup l'idée c'est comment permettre d'avoir le maximum d'acheteurs pour vendre plus rapidement, et ça plaît direct. Donc, Mais les acheteurs, ils n'appartiennent pas à une seule agence. Parfois, tu as plusieurs agences qui ont les mêmes acheteurs. C'est le premier qui amène l'acheteur qui prend la com. ouais, et tout ça c'est automatisé, donc on se connecte à leurs outils, on récupère les acheteurs, on vient pousser les maisons à leurs acheteurs potentiels, et on publie également en ligne. Mais oui, l'idée c'est, en fait on transforme un peu l'agent immobilier vendeur en agent immobilier acheteur à l'époque, qui n'existe pas trop, et de dire en tant qu'agent, tu n'es pas obligé d'avoir accès à un vendeur ou à un mandat pour gagner de l'argent. Tu peux aussi utiliser ce que tu as construit, ta réputation, ton carnet d'adresse, et nous donner accès à ça, et nous on te rétrocommissionne. Ça se fait et ça prend très vite, ou il faut quand même au départ ramer sur cette nouvelle promesse, sur un public, tu le disais, qui n'a pas l'habitude de raisonner comme ça. Ça prend vite parce que on connaît les playbooks, on sait faire, on connaît les personas, on connaît les vendeurs, on connaît les agences, c'est les mêmes go-to-market, donc tout est très similaire, et en vérité, ce que ça aurait pu très mal se passer, parce que outre notre focus qui est sur le restructuring, on détruit l'intégralité de nos revenus, on garde quand même une composante de coût qui est assez significative. Au final, le produit reprend... Parce que là, il te reste 50 personnes. Il reste 50 personnes, et le produit reprend très vite. C'est-à-dire qu'il prend très vite, et du coup, il emmène tout le monde. Parce que ce qui est dur aussi, c'est pivoter et trouver un product market fit. Quand tu es 3 dans une salle, ça va, parce que la communication est fluide, tu peux itérer très rapidement, etc. Je pense que quand tu es 50, c'est chiant, parce que du coup, tu dois dire à tout le monde, ce matin on teste ça, cet après on teste ça, mais en fait... En fait, non. Il y a trop de besoin il y a trop de besoin de communication. Et donc, en fait, on a monté une petite équipe, on avait des convictions sur le produit, on a exécuté le produit s'est directement lancé, et après, on a vraiment, pour te donner l'ordre d'idée, on est passé de 0 à presque 1 milliard de volume de transactions en moins de 3 ans. On fait x3 tous les ans sur toutes nos key metrics, donc du chiffre d'affaires à la signature de clients. Aujourd'hui, on est à 7000 mandats exclusifs par an, donc on a eu beaucoup de chance d'avoir beaucoup de croissance très vite. Un peu comme avec les cryptos, on n'a pas eu cette phase de « Ah merde, on n'a pas product market fit, on est 50, je dois faire une deuxième vague de mauvaises nouvelles et licencier tout le monde ». Ça nous a jamais traversé l'esprit. Après, toi qui voulais réinventer l'Homo sapiens, la force de l'Homo sapiens, c'est ce qui explique qu'il a pris le pouvoir sur Terre, sa capacité à communiquer en grand nombre. Ouais. C'est vrai. Écoute, du coup, là, je sais pas si c'est ça qui nous a sauvés, mais en tout cas, on a été sauvés. Comment, quand on rentre dans la machine et dans les rouages, ça fonctionne? Là, on a parlé déjà côté vendeur, mais aussi maintenant un sujet côté acheteur. Ouais. Un peu d'IA, beaucoup d'IA. Passionnément d'IA. Beaucoup d'IA, même passionnément en vérité. Le produit acheteur, il est 100% IA, et je pense que ce qui était intéressant pour nous, c'était le premier pas. En fait, on a toujours eu beaucoup d'IA, mais plus back-office. La transaction, c'est un métier qui est très offline, et ce qu'on faisait, c'est qu'on automatisait énormément, et on pourra parler de use case précises, pour limiter le rôle de l'agent, limiter le rôle de l'humain dans la transaction, et avoir un maximum de choses qui se fait en ligne, et grâce à l'IA, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Et le produit pour les acheteurs, donc c'est une plateforme de diffusion, donc plateforme de diffusion c'est pour les agents, donc les agents diffusent leurs biens sur Zephyr.fr. Pour un acheteur, c'est tu viens et tu as accès à tous les biens du marché, et c'est la première plateforme qu'on appelle de recherche intelligente, donc tu peux parler avec une IA pour trouver ton bien, donc c'est pas des filtres, tu n'as pas obligé de dire une maison, 2 pièces, j'en sais rien moi, peu importe, tu dis voilà, je veux un appartement à 30 minutes de Nice, avec vue mer, orienté sud et beaucoup de lumière. L'IA comprend, te sort tous les biens, vient affiner ton besoin, donc te pose des questions. Tu m'as dit vue mer, est-ce que vraiment vue mer c'est nécessaire? Parce qu'au vu de ton budget, ça m'a l'air compliqué. Il t'aide à comprendre c'est quoi ton budget, et il t'accompagne jusqu'à la signature du bien. Je vais revenir sur l'IA, mais une question qui me vient. Quel intérêt pour tous tes partenaires d'agences et d'agents immobiliers de mettre sur Zephyr avant même d'avoir testé sur leur base? Ça arrive toujours un peu après chez vous, ou maintenant c'est... en se disant que ça peut aller plus vite avec Zephyr, il se pose plus trop la question? Alors il y a 2 écoles. Je pense que aujourd'hui, Zephyr est 100% Zephyr, donc la diffusion pour les agents est 100% gratuit. Donc c'est pas payant, donc ils n'ont pas d'intérêt. En fait, ils perdent rien à diffuser sur Zephyr, recevoir un acheteur, vendre, et ils n'ont pas besoin de faire de l'offline ou du off-market. T'as pas un partage de commission là-dessus? Non, 100% gratuit sur la diffusion. Vraiment, on vient de lancer le produit. Le but pour nous, c'est que tous les agents nous fassent confiance. En fait, ce qui se passe dans le marché actuellement... Là-dessus, comment tu vas te rémunérer?
Ça viendra à terme, donc il y a plein de manières de se rémunérer, Ouais. donc soit via les acheteurs, soit via les agents, sur de la publicité, sur des abonnements, peu importe. Là, l'objectif, c'est de prendre le marché. L'objectif, c'est de proposer une alternative viable à Leboncoin et Se Loger, qui sont aujourd'hui un petit peu en duopole et qui font des augmentations de prix délirantes tous les ans et qui mettent beaucoup de pression aux agents immobiliers. Et ce que tous les agents nous disent, c'est qu'ils n'en peuvent plus, qu'il y a une augmentation des faillites qui est en grand nombre et qu'en fait, ils n'ont pas d'alternative parce qu'aujourd'hui, s'ils déconnectent de ces plateformes, ils voient une baisse significative de leur lead acheteur. Et nous, on leur dit, en fait, faites-nous confiance, donnez-nous les biens. On a un nouveau produit pour les acheteurs qui est différent. Donc, on n'est pas juste en train de copier le produit acheteur. Le produit acheteur est fondamentalement différent. En quoi ? Et du coup, nous, on est une plateforme d'IA. Donc, ce que tu expliquais déjà, c'est je parle, j'explique, on conversationnel. propose. Vraiment, tu arrives, je pense que la meilleure analogie, c'est ChatGPT et Google. C'est-à-dire que tu arrives sur Zephyr, tu parles, c'est la même interface que ChatGPT. Enfin, vraiment, tu retrouves un peu les codes. C'est pas... tu dois taper une ville, puis après, tu dois mettre 14 filtres et tu dois scroller sur X milliers d'annonces. C'est vraiment une discussion, un thread avec ton IA qui te pose des questions, qui affine. Je teste dès qu'on sort de cette interview. Tu me diras ce que tu en penses sur zephyr.fr. Et donc ça, c'est vraiment le côté... Placement produit, il va falloir payer. Mais ça, c'est pour les acheteurs. Et les agents, c'est les gars, on va vous proposer une alternative. De toute façon, vous faites éclater sur les prix. Vous n'avez rien à perdre. Donnez-nous accès aux biens. Parce que nous, les acheteurs, ils veulent les biens. Hein. Donc si je te dis, commence ta recherche sur Zephyr, mais que j'ai 3 biens, tu vas me dire... c'est toujours la question des plateformes, l'offre, la demande. Je t'aime bien, mais voilà, quoi. Je veux voir les biens qui ne sont pas en ligne. Je veux voir les nouveaux biens. Je veux les meilleurs. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on fait côté agent. Et ça nous a aidé d'avoir aussi une base déjà assez forte d'agents immobiliers avec lesquels on collabore côté vendeur. Et ça élargit l'offre côté agent, où côté agent, on est passé de, en fait, on délègue des mandats exclusifs, on donne du business. On est une plateforme IA qui a 2 produits, donc la délégation de mandats, donc on leur donne vraiment du business déjà signé, et la diffusion gratuite pour vendre plus vite ton propre portefeuille, qui n'est pas le portefeuille Zephyr. Je reste sur l'IA. Tu parlais de pas mal de use cases. Alors, l'IA est propriétaire, les modèles ne sont pas les vôtres. Ouais. Vous utilisez ce qui se fait. Tu peux nous partager quelques use cases, et je sais que c'est pas toujours le même modèle pour le même use case. Alors, je sais pas à quel point tu peux nous partager la granularité, sachant que ça change à peu près tous les jours. Ouais, ça change tout le temps. Ça dépend vraiment des use cases et à quel point on a besoin de précision ou d'optimisation des coûts, de la latence. Je pense ce qui est intéressant, c'est que nous, chez Zephyr, aujourd'hui, c'est assez excitant. On est passé d'une phase de l'IA pour le back-office à l'IA pour le front-office. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a lancé le premier produit consumer-facing qui est AI First pour les acheteurs. Et côté vendeur également, on a lancé un agent. Parce que la vision à terme, produit, c'est de vendre et d'acheter en autopilote. Donc c'est-à-dire que tu as un agent qui t'accompagne, qui est disponible 24/24, ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui aux agents immobiliers. En plus, côté acheteur, les agents immobiliers et acheteurs n'existent pas en France. Donc quand tu achètes, tu utilises des plateformes, et après tu parles à des agents vendeurs, à une dizaine d'agents vendeurs différents, qui représentent tous un bien immobilier qu'ils essaient de te vendre, mais ils travaillent pour le vendeur, ils sont mandatés par le vendeur. Donc là, tu as un accompagnement côté achat qui est via la plateforme dont on discute, et un accompagnement côté vendeur où nous, on a toutes les métriques de performance du bien, donc combien de clics, combien de vues, est-ce que le prix est bien positionné, quels sont les biens compétitifs dans ton environnement actuel, tout ça, ils le voient en ligne. Et là, on a ajouté une IA sur laquelle ils peuvent discuter. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas assez de clics ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que tu me conseilles ? Et là, elle n'est pas que réactive, elle est proactive. Donc, elle va dire, en fait, là, je vois que tu ne vends pas, tu avais un projet de vendre en 45 jours, je te conseille de faire ça, pour telle et telle raison. Et tu peux parler avec l'IA et elle t'explique pourquoi elle pense que tu devrais faire ça et échanger avec elle. C'est quoi ? C'est lié à la manière de présenter l'annonce Ça dépend du problème. En fait, ça dépend vraiment de est-ce qu'il te manque des clics, est-ce que tu as des clics et des visites, mais ça ne convertit pas en offre d'achat. Et donc, il peut y avoir plein de raisons. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, si tu as énormément de visites et que ça ne convertit pas en offre d'achat. C'est les photos. Ça peut être l'agent, parce que si ça peut être les photos qui sont trompeuses, donc ça c'est possible, donc déceptif, ou alors l'agent qui n'a pas de conversion. Et donc, il y a plein de sujets comme ça. Potentiellement, tu pourrais te dire, tu as plein de vues, mais tu n'as pas de demande de visite. Peut-être que le prix est pas bon. Peut-être que tu n'as pas du tout de vues. Donc là, peut-être le prix est vraiment pas bon, ou les photos sont vraiment mauvaises. Et donc, tu peux un peu réfléchir comme ça en disant quelles sont les hypothèses que j'ai à chaque étape du funnel qui est hors des standards et des benchmarks. Et pour chaque typologie de bien, chaque marché, on a de plus en plus de data, on a de plus en plus de benchmarks. Donc, on peut assez vite dire, est-ce que tu es dans le benchmark ? Oui, non, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire ? Je veux pas te mettre mal avec les agents avec lesquels tu bosses, mais est-ce que demain, en fait, c'est pas juste des propriétaires et des acheteurs qui parlent directement entre eux à travers une IA via Zephyr, sans plus jamais passer par un agent immobilier ? Je pense pas que
Alors, il y aura forcément Tu me fais pas du bullshit. Hein. Non, il y aura, je pense... non, je pense que ce que tu dis peut exister et il y aura des usages. Ce serait une évolution du PHP d'aujourd'hui qui serait beaucoup plus performante. Je pense quand même que le PHP n'est pas la majorité du marché, n'est pas du tout la majorité du marché et n'est pas en croissance. Pour une raison qui est assez simple, c'est que le risque de l'échec sur ce type de transaction est très fort et les gens veulent se faire accompagner. Donc c'est un petit peu comme si tu me disais, est-ce que tu vas vendre ta boîte sans avocat ? Oui, non, mais tu vois, c'est... J'invite tous les auditeurs à écouter Cash Out si ça les intéresse. Placement de produit. Je vais me payer moi-même. Mais tu vois, c'est un peu ça, c'est qu'en final, pour beaucoup de personnes, en fait, peut-être que l'agent il coûte 10 000, on va dire, mais peut-être qu'il te fait gagner 15 000. Ou peut-être qu'il ne fait pas perdre 15 000 parce que toi, tu aurais dit une dinguerie à la visite, tu perds 15 000, tu te fais négocier, tu sais pas comment réagir, et la charge mentale, le stress, et en plus, tu es émotionnellement connecté à la maison. Oui, parce que c'est pas que l'annonce, c'est qu'à un moment, il faut accueillir les gens, leur expliquer. Ouais, alors ça, c'est mon hypothèse. Pour moi, tant que les gens achètent hors ligne, donc tant que les gens se déplacent et n'achètent pas des biens immobiliers en ligne, c'est rare. Tu auras des agents. Que ce soit, tu connaisses par cœur le lieu. Ou faut se projeter à 15 ans et se dire, en fait, il y a d'autres technologies. Par exemple, Apple qui a son exactement Apple qui a son casque aujourd'hui. Moi, je l'ai jamais testé. Peut-être dans 15 ans, c'est mainstream autant que l'ordinateur. Tu mets le truc, tous les générations d'images pour les biens immobiliers sont hyper optimisées pour ça. Et en fait, tu peux visiter de chez toi et tu te dis, en fait, ça sert à rien que je me déplace. Mais tu as atteint un niveau de... Je suis capable de faire une transaction à 300 000 balles. C'est à la fois un changement et technologique et comportemental, émotionnel. On est loin. Ouais. Si on serait encore dans un futur plus proche, l'agent pour moi existe, il a son rôle à jouer. Par contre, l'agent aujourd'hui, full stack je vais faire de la 50%, 60% de prospection, j'ai pas de valeur différenciante, je vais jusqu'à la signature de l'acte authentique et j'accompagne des acheteurs. Pour moi, c'est un agent qui est beaucoup trop large et qui fait 4 transactions par an en moyenne. Ce qui est rien du tout. C'est ça la moyenne 4 transactions par an en moyenne. Donc au final, et les meilleurs réseaux de mandataires se vantent de faire 40 000 € de chiffre d'affaires par mandataire. Et c'est les meilleurs. Ils disent qu'ils sont les premiers en chiffre d'affaires par mandataire. C'est-à-dire qu'en vérité, un mandataire traditionnel ou un agent immobilier traditionnel, pour beaucoup, c'est des gens qui ont un autre métier à côté. Et donc, c'est des métiers un peu part-time, ils n'arrivent pas forcément à en vivre. Et le taux... parce que j'allais dire, avec 40 000 €, tu vis pas. Non, et le taux d'exit du métier, donc en fait, le taux de je rentre dans un réseau ou je rentre dans une agence et je quitte le métier à 3 ans, il est de 50%. Donc en fait, le taux de churn, si on veut appeler ça, si on parle dans notre langage, le taux de churn des agents immobiliers du métier, c'est 50%. Et donc, au final, ce que nous... la manière dont on voit ça et dont on voit Zephyr, c'est aujourd'hui, on pense qu'il y a beaucoup de pertes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on dit aux agents et au réseau. Hein. Il y a une énorme perte de valeur en efficacité commerciale, donc des centaines de millions qui sont gaspillés. Et arrêter d'avoir des agents qui font de la prospection et 38 métiers, reconcentrez-les sur l'humain et sur faire la visite, convertir, avoir des relations et laisser la technologie s'occuper du reste. Alors justement, on revient sur les use cases. De dire aujourd'hui, principalement en fonte. Use case le plus simple, c'est génération d'annonces. Ça, c'est le premier truc. C'est peut-être mon use case le plus gros sur ChatGPT, améliore la copie ou améliore la phrase. Donc là, c'est pareil. On a un webform, donc on récupère énormément de données structurées. On le passe dans une IA, on lui dit rédige-moi une annonce. Super simple, hyper simple. Deuxième use case. Et il se trompe pas. On fait relire. Mais non, il se trompe pas. En vérité, parfois, il peut dire des petites folies, mais c'est très marginal et le gain de temps est prouvé. Donc on a juste un check qui, en fait, on envoie... Oui, tu passes pas plus de temps à corriger qu'à produire. Non, juste parfois on va juste vérifier qu'il n'a pas dit qu'il y avait... En fait, les vraies erreurs, elles sont même pas là, les erreurs, elles sont humaines. Elles sont... la personne a rempli le formulaire. Dans le formulaire, elle s'est trompée, au lieu d'avoir 100 mètres carrés de jardin, elle a 1 hectare. Et donc du coup, l'annonce est avec 1 hectare. Et après, le vendeur nous dit pourquoi est-ce que mon annonce, elle a 1 hectare? Vous êtes complètement débile. En fait, c'était ce que tu as mis dans le formulaire. Mais forcément, tu lui dis pas ça, du coup, tu corriges. mais les erreurs, elles viennent plus de là que d'ailleurs. Mais donc ça, c'est l'use case super simple. Dans tous les cas, ça prend que dalle de temps à faire même à la main. Deuxième use case, c'est les photos. Photos, dès qu'on a un bien qui est vide, home staging, Nano Banana, donc tu parles de Google. Donc tu dis, nous on a des templates spécifiques, on veut du scandinavien, tel type de décoration, home staging à l'identique. Tu mets un nouveau set de photos qui est déjà décoré. Tu le montres, auquel cas tu le montres à la fois vide et homestagé, ou tu le montres que l'homestagé? Non, on monte les deux. On a testé que homestagé. Les gens se projettent moins? Non, c'est juste que tu as des gens qui comprennent pas que c'est homestagé et ils arrivent sur place et ils disent rien. Et ils sont déçus. Et en fait, ils sont déceptifs, ils se sont déplacés, ils sont énervés. Donc c'est important, je pense, de montrer les deux, mais
Ce que je te dis là, c'est en constante itération. Ou de projeter ce que ça coûterait de passer à la version photo. Alors ça, c'est la prochaine évolution de Zia, qui est de dire, en fait, j'ai choisi un bien, comment est-ce que, donc Zia, la plateforme pour les acheteurs, se dire, j'ai trouvé un bien, je l'aime bien, est-ce que tu peux me faire une rénovation à 1 000 € du mètre sur ce typologie de décoration, et pour que je vois à quoi ressemble l'intérieur, etc. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on a priorisé dans la roadmap, mais c'est déjà faisable techniquement aujourd'hui. Et après, le plus... Ça doit aider à la conversion. Ça aide à la conversion. C'est une feature. De savoir qu'en fait, pour faire ça, il faut rajouter 100 000, 200 000, 300 000. Je pense que c'est une feature intéressante, mais c'est pas ce qui va faire venir les gens en premier lieu. Et ça, je pense que si je suis honnête, je pense que c'est une feature pour les power users. Donc quelqu'un qui a déjà aimé ta plateforme, qui se dit, ok, j'aime la recherche avec une IA, c'est beaucoup plus intéressant qu'une recherche à filtre. Je trouve que ta plateforme répond déjà à mes besoins, et là je vais aller encore plus loin dans l'usage. Donc d'où la raison pour laquelle on l'a pas priorisé, parce que là on a d'autres priorités. T'as beaucoup de users qui reviennent régulièrement? Ouais, c'est des choses qu'on suit vachement. Parce que là ça fait que 4 ans, à quelques exceptions près, on n'achète pas une maison tous les 4 ans. Ouais, après l'achat est un process qui dure très longtemps, donc les gens reviennent pour l'achat, et après il y a aussi beaucoup de voyeurisme dans l'immobilier où les gens... Pas pour autant que même quand tu cherches pas à acheter, tu t'arrêtes devant les agences et tu regardes ce qu'il y a. Au moins pour évaluer les biens que toi-même tu peux déjà posséder. Exactement. En fait, ce qui est sympa, en fait, je trouve, c'est que, parce que le voyeurisme c'est un peu négatif, le côté sympa c'est que l'immobilier à l'achat fait rêver. La vente est très, très transactionnelle, donc la vente fait pas trop rêver, tu es souvent déçu parce que tu as des attentes qui sont super élevées et tu te fais ramener à la réalité. L'achat, t'es content parce que t'as l'impression de faire une bonne affaire et tu te projettes et tu rêves. Et donc je trouve que même en termes de contenu et de brand, on a un Instagram qui on est passé de 0 à 100 000 followers hyper rapidement. L'Instagram il fait que, vraiment il prend 20 000 followers tous les mois. Pour augmenter l'Instagram, beaucoup d'investissement dans le contenu. Donc on fait beaucoup de contenu, c'est vraiment un média. Tu parlais c'est 80-20 en termes d'investissement sur Insta. Tu veux dire sur le contenu et diffusion? Ouais, même plus que ça. Hein. 90. Et on a même commencé à lancer des longs formats sur YouTube où on explique des changements de vie que je t'invite à aller voir, qui sont hyper intéressants. Mais l'Insta, là, il grossit, il prend 20 000 followers tous les mois et là, on vient de passer les 100 000 followers, quoi. Et donc, pourquoi? Parce que l'achat, il est très média et il est très... l'Insta est très média et il te fait beaucoup plus rêver, il te projette un peu plus. Je trouve que c'est très dur de faire du contenu sur la vente, qui est vraiment très... La vente, c'est un deal, quoi. Pratico-pratique, C'est un deal, c'est de l'argent, c'est émotionnel, ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver. Tu vois d'autres use cases intéressants à partager? Je pense les plus intéressants, en vérité, parce qu'on a plein de petits trucs, genre l'agent, il sort de la visite, il reçoit un WhatsApp, donc on a plein d'intégrations WhatsApp, on lui dit qu'est-ce que les acheteurs ont pensé, comment s'est passé la visite, il fait un voice note, le voice note est traduit en texte, et ensuite est directement simplifié et mis dans un format spécifique via une IA, dans les dashboards de clients en ligne. Ça, c'est des use cases un peu hyper simples, un peu back-office, vanilla, etc. Je pense que les plus intéressants, c'est ceux qui sont consumer-facing. Donc, c'est vraiment comment est-ce que tu crées un vrai agent qui est capable d'accompagner, de remplacer une sous-composante de l'agent immobilier pour avoir un accompagnement 24/24 avec des conseils pertinents. Et là, il y a beaucoup plus de réflexion. C'est comment est-ce que tu as le bon tone of voice, comment est-ce que tu es pertinent dans tes recommandations, comment est-ce que... ça reste très émotionnel, très financier, donc quel type de discussion tu peux avoir et ne pas avoir, qu'est-ce que tu dis, tu ne dis pas, comment est-ce que tu viens l'entraîner sur tes use cases spécifiques. Et ça, c'est, je dirais, la partie qui est beaucoup plus dure à faire et qui est beaucoup plus intéressante, où il y a plus de valeur ajoutée. Qu'est-ce que ne permet pas l'IA aujourd'hui? Où est-ce que vous butez à date sur des choses que vous aimeriez mettre en place, mais c'est pas satisfaisant? En vrai, il y a assez peu. Je pense que notre plus gros challenge, c'est le focus. En fait, je pense qu'on est plus à un stade où l'IA peut faire tellement de choses que c'est la question de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour le client versus qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a peu de moments où on se dit l'IA n'est pas au niveau. L'IA n'est pas au niveau sur des trucs. Est-ce que c'est gadget ou... On parlait de la feature de, tu vois, est-ce que je permets aux gens dans la plateforme de poser une question et de rénover des biens en ligne, tu vois, avec des images qui se modifient et tout. Ça, je pense que c'est potentiellement un gadget, mais c'est déjà faisable. Et après, tu as des histoires de latence aussi en fonction de ce que tu veux faire. Donc parfois, nous, ça a été un challenge très récemment, vu que c'est le début de la plateforme. En fonction de l'architecture tech que tu fais, tu vas faire une requête et en fait, tu vois que le truc il mouline 15-20 secondes. C'est pas possible. C'est relou, ça. Ouais. Donc, tu as quand même des sujets de comment est-ce que tu structures tes agents pour que tu aies des réponses instantanées quand tu fais des requêtes assez larges sur des biens immobiliers. Tu me disais, une des clés
c'est d'avoir à la fois un product market fit qui fonctionne, qui va vite, et aussi la capacité d'être très résilient, notamment sur la techno. Ouais. Bah ouais, c'était même plus que sur la techno, c'était sur le produit. Je te dis ça tout à l'heure dans le sens de, si tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu as appris de ce pivot, et si tu devais faire un post-mortem, en gros, qu'est-ce que ça serait? Et je pense qu'effectivement, étant un jeune entrepreneur qui avait connu qu'un cycle, qui était un cycle de croissance, nous, on était arrivé avec Louis, mon associé, en nous disant, il nous faut juste un product market fit, et réussir une boîte, c'est avoir un product market fit. Mais en fait, il faut un product market fit et un business model qui est endurant et qui survit à tous les cycles macroéconomiques qui vont lui être lancés. Et donc, soit parce que tu as la diversification, soit parce que tu prends pas des risques de pricing, ou alors tes risques de pricing, ils arrivent à gérer des downturns immobiliers. Mais je pense que ça a été important, et c'était une grosse leçon, qui était de se dire, c'est pas juste un product market fit. Toujours dans ce que tu as appris sur ce marché-là, sur le consommateur, sur le comportement. Ouais. Donc alors, tu veux dire sur les faits d'avoir fait les deux modèles, ou peu importe? Peu importe, vraiment, là, ça fait 4 ans que tu es sur ce marché. Tu disais, on a une connaissance très très forte de nos personas. Qu'est-ce que tu as compris de ce monde-là et de ce qui potentiellement fait la décision ou pas d'achat ou de vente? Ouais, je pense que si je commence avec les agents, c'est des businessmen ou businesswomen, c'est des gens qui sont très transactionnels, pour le coup très peu émotionnels, et il faut juste leur parler, c'est un peu bête, mais il faut juste leur parler argent. C'est combien de temps, combien d'argent tu me fais gagner, combien de temps, combien d'argent tu me fais perdre, et si tu arrives à prouver une équation économique positive pour eux et pour les réseaux, c'est fini. Enfin, toi, et parfois, ils préfèrent gagner moins d'argent, mais vendre plus vite parce que ça leur permet de passer au projet d'après. Mais ça, là, du coup, à l'échelle de l'année, c'est plus d'argent, quoi. Exactement. Mais vraiment, l'agent, c'est fais-moi gagner du temps, fais-moi gagner de l'argent. Si tu arrives à prouver ces deux choses-là, il achète. Ou alors, il travaille avec toi. Donc ça c'est important. Et pour nous, on l'a vu parce qu'on a bougé nos frais de service. Et donc, dès que tu commences à avoir une équation économique qui est un peu ambiguë pour eux, tu as une perte de performance et tu as du désengagement. Donc, l'agent, c'est simple. C'est très rationnel, c'est très transactionnel. Le vendeur, très émotionnel. Donc le vendeur, il passe par plusieurs étapes, et tu as différents types de vendeurs. Donc là, c'est un peu, il y a beaucoup plus de nuances dans le vendeur. Il commence très très haut, très attaché à son bien. Tous pensent que leur bien est mieux que le marché. Il y en a qui savent te dire pourquoi, d'autres qui savent pas. Parfois, ils te disent mon bien a du charme, il est unique. Ça a forcément du charme pour toi, c'est le tien, t'y vis. Ce qui est dur à quantifier. Ouais. Donc le vendeur est très 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 émotionnel, et il y a beaucoup de gestion, finalement de gestion de l'humain au sein de la transaction, en fait, est-ce que ton projet est toujours cohérent avec les nouvelles data que tu prends? Comment est-ce que tu donnes l'information? C'est beaucoup moins transactionnel. Comment est-ce que tu donnes l'information d'une façon où elle va être reçue et elle va pouvoir être actionnable? Parce qu'il y en a qui vont se braquer, d'autres qui vont pas se braquer. Donc, il y a un accompagnement humain beaucoup, beaucoup plus fort sur le vendeur. Et après, tu as différents personas de vendeurs. Donc, tu as les vendeurs qui ne sont pas vendeurs, qui veulent tester le marché. Et au final, dès qu'ils ont deux éléments qui vont dans le sens de ce qu'ils savaient déjà au fond d'eux-mêmes, ça leur va et puis ils passent à autre chose. Ils arrêtent de vendre. Ils disent, en fait, finalement, mon projet n'est pas réalisable dans ces conditions économiques. Et après, tu as les vrais vendeurs. Et donc là, c'est comment est-ce que tu accompagnes pour maximiser leur projet, maximiser leur délai de vente et leur prix de vente. Côté acheteur? Côté acheteur, c'est plus nouveau pour nous. Donc, on a lancé il y a 3 mois, et les acheteurs, historiquement, sont en contact avec les agents immobiliers. Donc, nous, on n'a pas d'agent immobilier en interne. Ouais. Donc, on a beaucoup moins d'interactions. Donc, je serais moins capable. C'est quoi que tu as envie de... Si demain, je te donne toutes les clés, c'est quoi que tu aimerais comprendre ou apprendre du conso, de l'acheteur? Je pense que l'acheteur, en vérité, je te dis ça, mais on connaît un peu. Hein. L'acheteur, ce qu'il veut, c'est vachement de la FOMO. Donc, il veut le bien qui n'est pas encore sorti, qui est en exclusivité, qui est off-market, qui arrive avant tout le monde. Et c'est une de nos features. Hein. On récupère les biens avant les plateformes traditionnelles parce qu'on est connecté avec les outils des agents immobiliers. Ce qui n'est pas le cas des autres. Non, en fait, eux, vu qu'ils sont beaucoup plus at scale, ils ont des refresh rates qui sont beaucoup moins fréquents. Ok. Et nous, donc ça vous arrivera peut-être, ou vous faites tout pour pas que... Ça pourrait nous arriver. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on propose. Et aussi, pour nos biens à nous, on les propose en avant-première aux acheteurs qui viennent sur notre site internet avant de les proposer sur d'autres plateformes comme celles qu'on citait traditionnelles. Donc, en fait, ils veulent de l'exclusivité, ils veulent le bien des rêves, ils veulent faire des bonnes affaires. Les gens seront prêts à payer pour avoir des biens off-market?
Je pense que oui. Je pense que oui. Après, c'est pas dans la roadmap aujourd'hui. Simple question. Je suis curieux. Est-ce que tu serais capable de le faire, toi? Si tu cherches... si je cherche un endroit très spécifique, bien sûr. Voilà. Pas juste si je cherche... D'accord. Oui, bien sûr. C'était un vrai acheteur, quoi. Ouais. Si t'es curieux, t'en fous. Exactement. Mais si t'es un vrai acheteur, oui. Je vois le temps qui file, mon cher. J'ai 3 trucs que j'aimerais te partager. La claque, on l'a fait. Moi, président, si on a le temps, on le fera. Mais ce qu'on ne va surtout pas rater, c'est ta carte blanche sur le bonheur. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ouais, écoute, on en a, je pense que c'est un peu le fil rouge de ce qu'on a discuté tout au long de l'interview. Je pense que le point donc, que je voulais aborder, tu me demandais un peu de quoi je voulais parler, c'est plus ma philosophie de vie qui est la joie versus le bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi et que je vois qui prennent beaucoup de plaisir dans l'instant donné, dans l'instant présent. Et donc ce que j'appelle du bonheur à très court terme. Et moi, je vois plus mon bonheur dans atteindre une sorte d'état de plénitude et même s'il y a de la souffrance dans le court terme. Donc je suis pas... je trouve beaucoup, par exemple, je te parlais des exemples de triathlon, en ce moment je fais du sport, je trouve du plaisir dans la souffrance parce que j'ai l'impression de progresser, et je fais pareil dans le taf d'ailleurs. J'arrive pas le matin tous les jours, je fais pas des longs horaires parce que je n'arrive pas devant mon bureau et je fais pas que des tâches qui sont cool. Il y a beaucoup de mes tâches dans le concret qui sont chiantes, qui sont difficiles, qui sont stressantes. Tag-les, parle-leur à ces tâches. Non, mais on parlait de restructurer, de licencier. Enfin, tu ne réveilles pas le matin, tu te dis trop bien, je vais licencier, c'est génial. Évidemment. Et tout, j'adore. Non, c'est dur. Par contre, tu trouves un bonheur dans le sens de dire, en fait, j'ai fait quelque chose de dur pour une mission, pour quelque chose qui a du sens pour moi et qui transcende la difficulté. Et tu as l'impression de progresser. Et je pense que je fais beaucoup le choix du long terme, donc la souffrance court terme pour le long terme versus le bonheur à court terme. Je pensais que tu allais m'amener un peu sur cette idée de c'est pas la destination, c'est le chemin, et donc le bonheur serait une destination que tout le monde veut atteindre, mais qu'en fait on atteint très peu. Toi, tu arrives à trouver ta plénitude dans l'instant T. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire d'ailleurs. Ouais, mais c'est un peu plus complexe. Est-ce que tu je pense juste que effectivement, c'est dans le chemin, et j'essaie de trouver du bonheur dans le chemin, et j'essaie que le chemin soit très dur, parce que c'est là où j'ai l'impression d'apprendre, de me dépasser, et qu'au final, je suis fier, heureux, et tu vois, je vais me coucher en me disant, ok, je me dis toujours, j'aurais pu faire mieux, j'en ai laissé sous la pédale, j'étais peut-être un peu trop fragile, etc. Mais d'un côté, je vais me coucher en me disant, il y a une forme de fierté, mais dans la difficulté. Alors que si... je bois de l'alcool, je vais en soirée, etc., peut-être que la tâche est beaucoup plus appréciable sur le moment donné, mais elle j'ai n'a beaucoup pas plus servi un but plus... Ouais, et derrière, j'ai beaucoup plus de... C'est pas du regret, mais de... Je sais pas quel mot est le bon mot, c'est pas du remords, mais tu vois, de culpabilité, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. J'ai beaucoup plus de culpabilité à faire ce genre de choses, parce que du coup, je me dis, en fait, est-ce que... C'est pas du temps utile à mon projet plus grand. Exactement. Et après... ta question fondamentale de tout ça, qui est en fait, quel est le sens de la vie, et là, je suis un peu plus confus quand je reviens là, je suis un peu plus confus parce que parfois, je me dis, mais en fait, pourquoi tu t'infliges ça? Est-ce que le sens de la vie, c'est pas aussi potentiellement de profiter de ces instants et de ces trucs cool et de pas faire exactement des gens et de pas faire les choses qui sont chiantes? Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire, en fait, est-ce que tu vis pour avoir un impact? Est-ce que tu vis pour profiter des moments présents? Comment est-ce que tu profites des moments présents tout en étant dans des tâches difficiles? Et pourquoi est-ce que tu vis en premier lieu? Est-ce qu'il y a même un sens? Je ne suis pas religieux, donc je ne me rattache pas à une religion pour me donner un sens. Non, mais ça n'empêche pas d'avoir du spirituel. Parfois, tu te dis... et c'était des questions d'ailleurs de Sequoia, de Doug Léoné, qui est le partenaire, qui est maintenant pris sa retraite, mais qui était le général partner. Et il arrive, il me dit, ok, pourquoi... Rémi, il me dit, pourquoi tu fais ça? C'est quoi pourquoi Zéphyr, quoi? Et ça, parfois, moi, je bloque un peu cette question parce que je me dis, en fait, quel est le sens de la vie? Je ne sais pas. On essaye de lui donner un sens. J'ai une super transition avec une question autrement philosophique que je te partage. Je crois que tu sais qui a peut-être posé des questions, mais tu ne sais pas ce qu'ils ont pu te demander. On écoute. Et tu nous diras qui c'est. Alors, voilà les questions que j'aimerais lui poser. La On va première. associer ça.
c'est Louis. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Quelle personnalité tu admires le plus? Attends, il dit pourquoi? Déjà, on va répondre à ça parce qu'après, il y en a encore J'allais une. dire, il en a combien des questions? En fait, j'aurais pu lancer ça au début et vous laisser entre vous. Ok, vas-y, c'était quoi? Donc, qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Bah, le dépassement de soi, hein, on en a beaucoup parlé, je vais pas forcément revenir dessus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? C'est Louis. C'est Louis parce qu'encore une fois, c'est lui qui m'a introduit dans les cryptos, c'est lui qui est venu me chercher et peut-être que je l'aurais pas fait s'il n'était pas venu. Donc c'est les relations humaines et c'est lui. Quelle est la personnalité que t'admires le plus? C'est une bonne question. Je pense que c'est Elon Musk. Et pourquoi? Parce que je suis très admiratif de son track record et des sacrifices qu'il a été capable de faire pour atteindre ce niveau d'impact. Malgré que je cautionne pas tous ses choix, toutes ses décisions, je suis quand même très admiratif de... Pour parler en niveau, si je suis niveau 5... Il est 55, on l'a entendu. Il a 55 et il a commit pour être 55 et il a un niveau de richesse et d'âge où en fait parfois je me questionne, je me dis est-ce qu'à cet âge-là et à ce niveau de richesse, est-ce que j'aurais encore aussi faim? Il y a un côté un petit peu impressionnant et inspirant. Et alors prépare-toi pour la suite. Pourquoi? Attends, Est-ce que tu penses que l'univers est déterministe ou probabiliste? Si l'univers suit des lois déterministes, est-ce que tu penses qu'il existe encore une place pour le libre arbitre ou est-ce que c'est une illusion du cerveau? Attends, je fais pause parce que c'est pas fini. Vas-y, réponds à ça. Ouais, bah alors ça, moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que ce que je disais à Louis, je disais ouais, faut que tu te donnes des questions et tout pour qu'il y ait un truc intéressant et je savais pas trop de quoi parler. Même je trouvais que l'exercice est dur de dire ok, vas-y, on va parler d'un sujet. Ça, c'est nos débats MetaBrain, hein, dont on a parlé avant. On a eu beaucoup de ces débats-là, Homo Conscious, etc. Voilà, réponse à la question. En vérité, je pense que le monde est déterministe. C'est-à-dire que tout est défini. Et donc, du coup, par avance. Et donc, du coup, je ne suis pas certain qu'il y ait du free will. Je pense qu'il n'y a pas de free will. Mais je veux me faire croire qu'il y a du free will pour quand même, on parlait de sens dans la vie, pour quand même me dire que... Ce que tu fais sert à quelque chose. Ouais, et que j'ai au moins un petit peu de capacité de déviation de ma trajectoire prédéterminée. Et parce que sinon, c'est pas que c'est un peu triste, mais du coup, en fait, ce que j'aime pas dans se dire qu'il n'y a pas de free will et dans accepter qu'il n'y a pas de free will, c'est que je trouve du coup, ça te met dans une position de passager et pas de conducteur. Ouais. Et avec Louis, culturellement, on est de spectateur. Et avec Louis, on est très, très orienté sur l'extreme ownership. Et moi, à chaque fois qu'il se passe une situation ou quelque chose, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que j'ai fait qui a l'idée à cette situation-là? Et tout ce qui n'est pas dans mon contrôle m'intéresse assez peu. Oui. Et donc, de toute façon, si t'as pas la main, t'as pas la main. Exactement. Donc, et on a d'ailleurs... Le Covid, les augmentations de taux d'intérêt. La seule question, c'est qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? Quelles sont tes propositions de solutions? À quelle vitesse tu es capable de les exécuter? Le reste, ça m'intéresse moins parce que c'est moins utile à la résolution du problème. Et pourtant, tu penses que l'univers est déterministe. Ouais, c'est ça un peu la dichotomie. Ça, c'est de la foi peut-être. En fait, je me dis, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai. Ouais. J'accepte de ne pas savoir et je me rattache à ce qui me semble le plus utile. Je pense que c'est très utile dans ma vie de réfléchir en me disant que j'ai de l'extreme ownership. Au fond, je ne sais pas si j'en ai réellement. Okay. Et tu ne penses pas qu'il y a plus de probabilités qu'il y ait des probabilités que du déterminisme? C'est possible aussi, mais pour moi je le verrais comme du déterminisme, quoi, qui serait du déterminisme probabilistique, quoi. Ah là là, tu sais mettre tout le monde d'accord. Attends, c'est pas fini. Est-ce que tu crois dans la singularité technologique? Et dernière question. Attends, on attend pour la dernière, mais ce sera la dernière. Singularité technologique, alors moi, j'ai toujours eu du mal avec ce terme. Ça veut dire quoi? En gros, c'est le point d'inflexion, et c'était un terme que Ray Kurzweil, qui était Chief Scientist de Google, mais maintenant je sais pas quel âge il a, je sais pas s'il est encore, Chief Future, je sais pas comment il l'appelait, mais en gros c'était le futur, il faisait le futuroscope chez Google. Et il a écrit un bouquin, il a été très très bon sur toutes ces prédictions technologiques, donc quand est-ce que l'IA allait devenir plus intelligente que l'homme sur telle chose, etc., etc. Et il arrivait à le prédire, mais de manière presque à l'année, alors qu'il faisait ça 20 ans avant. Et il a une vue très exponentielle où tout le monde est assez statique dans son forecast, et donc ça lui permettait de faire des prédictions complètement folles qui en fait font du sens. Et lui, il te dit que la singularité, ça va être, j'ai plus l'année, mais c'est genre 2040. Et donc la singularité, pour comprendre ce que ça veut dire, c'est le moment où les machines deviennent plus intelligentes que l'homme. Et en fait, ce qui est un peu complexe, c'est que personne ne te le décrit vraiment et qui voit ça un peu comme un blip. Donc c'est le moment, c'est le point d'inflexion où en fait tout devient tellement exponentiel parce que la machine surpasse tellement l'intelligence humaine. La super intelligence. Que du coup, à partir de ce moment-là, tu vois, tu comptes une nanoseconde et c'est la fin de l'univers.
Parce que, tu vois, Ouais. c'est tellement plus intelligent et que ça devient de plus en plus intelligent Donc, il y et a le ça Big se réenforce. Bang et le blip. Bah, c'est un peu vraiment, tu rigoles, mais c'est un peu ça. Hein. Ils te Ouais. le vendent comme un Big Bang. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai un peu du mal à le conceptualiser parce que tu te dis, en fait, c'est-à-dire que tu vois ça, si tu regardes de loin, comme une accélération Internet. Tu vois, on disait électricité, Internet, IA qui est meilleur sur les échecs, IA qui fait des LLM. Et puis, Maintenant qu'ils gagnent des médailles en maths. ouais, et t'as un point où en fait l'IA surpasse drastiquement l'humain, mais vu qu'elle continue de s'améliorer et que c'est exponentiel, ça fait un peu genre ça, quoi. Mais est-ce que j'y crois? Je ne sais pas. Par contre, l'avenir va être assez spécial, je pense, quand même. Parce que quand je vois la rapidité de développement, et je connais peu de cycles, je suis jeune, mais tous les gens qui ont connu plusieurs cycles te disent le cycle de l'IA et les cycles récents des technologies sont tellement rapides, tu peux te poser des questions. Après, qu'est-ce que ça va être? Singularité, le contrôle des robots, le software, la fin de l'espèce humaine, j'en sais rien. C'est qui ton frangin? Mon frangin, c'est... parce que je sais ce qu'il a dit, mais c'est une connerie. T'es pas obligé Je la diffuse pas. On va lui demander s'il y aurait une destinée particulière dans notre pays pour ton frangin. Donc la réponse est non. Bah, on sait jamais, mais si, il se fout de sa Ok. gueule parce qu'il fait de la politique. Ok. Tac, attends, parce qu'on me rajoute des questions au fur et à mesure. Donc, il a posé toutes les questions dans l'audio, me dit mon équipe, mais ce n'était pas la seule et unique question qui t'était adressée. J'en ai une ici. Bouge pas. Bon, allez, je remets le jingle, on les a pas fait pour rien. Vous avez un message. Bonjour Rémi, merci de m'avoir invité à te poser une question. Alors, ma question pour toi est, le jour où Zephyr fera son IPO, quel serait ton achat immobilier de rêve? Alors, ça, c'est Elisabeth qui est notre investisseur de chez Zik Capital, qui est américaine, Ouais. d'où l'accent, mais qui a acheté un appart en France et qui a aménagé en France. Donc maintenant, elle habite en France. Alors, qu'est-ce qu'elle serait mon achat immobilier le jour de l'IPO? C'est une très bonne question, j'en sais rien. Je pense que ça serait une très belle maison moderne dans la nature. Loin dans la nature. Tu l'as tenté, ça, sur Zephyr? Alors, sur Zephyr, tu rigoles, mais c'est le type de recherche qui est parfaite, mais je ne l'ai pas tenté. Parce Oui. qu'en vérité, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais la même discussion avec un pote hier, parce que je te disais, on faisait l'anniversaire de Louis, mon associé, et il me disait, mais ton appart, il est nul, en fait, genre... pourquoi t'as pas pourquoi t'upgrades pas, pourquoi tu mets pas plus d'argent dans ton logement, et j'y réfléchissais ce matin dans la douche et c'est vrai que je ne sais pas, mon appart est nul, il est pas décoré, pour moi c'est un dortoir, il y a pas de confort, j'ai pas de télé, vraiment c'est à moitié une salle de sport, à moitié un lieu de couchage, et j'aurais les moyens de... Tu t'es mis en mode militaire, quoi. Bah, je sais pas, parce que d'un côté, c'est ce que je me suis dit, c'était ma réflexion dans la douche, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que c'est juste que j'ai pas envie de m'habituer à des conforts. En plus, c'est du consommable, parce que je l'ai pas acheté, donc j'ai pas envie de m'habituer trop tôt, je me considère encore très jeune, à trop de confort, qui après, t'as du mal à revenir en arrière. Après, c'est pas vrai dans tous les aspects de ma vie, parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que j'aimerais bien avoir un chef cuisinier? J'ai pas le temps de cuisiner, je cuisine pas, donc je me dis, bah, en fait, potentiellement, pas un chef tout le temps 24/24 chez moi, j'ai pas la place. Hein. C'est vraiment juste quelqu'un qui fait mes repas, qui les prépare, je lui donne ce que je veux en termes de macro, et comme ça, je mange bien, je mange sain, et ça me coûte, tu vois, coût de mon temps versus ce coût d'avoir un chef, ça me convient. Mais d'un côté, je me dis, en fait, si je suis capable d'avoir un chef pour avoir du confort, augmenter ma productivité, pourquoi est-ce que j'ai un appart pourri? Parce qu'en soi, je pourrais argumenter que... Donc, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de bonnes réponses, mais c'est vrai que je vis de manière assez c'est pas incroyable, quoi. Je cherchais le mot, je pense un peu, tu sais, comme les moines, de manière pas austère. Le mot est, tu vas m'aider? Je sais pas quel mot Eh tu ben, cherches. tant pis. Mais en fait, c'est vrai et faux, parce que je fais des petites dingueries, mais très sélectives. Par exemple, là, je te disais triathlon. J'ai pas besoin d'un vélo. Bon, j'ai acheté un vélo qui coûtait déjà 7 000 €, je l'ai roulé presque pas. J'ai acheté un nouveau vélo qui coûte 12 000 €. Il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence. J'ai 2 vélos qui sont dans le salon, du coup, j'ai pas le salon, mon appart il fait 30 mètres carrés, il n'y a pas de place dans le salon.
Donc il y a des trucs que je fais qui n'ont pas vraiment de sens, donc je suis pas non plus... Il y a beaucoup de choses que chacun fait qui n'ont pas forcément de sens, soit pour lui-même, soit pour les autres, et c'est pas très grave. Moi, l'autre question que je vois derrière la question d'Elisabeth Cristal, hein, c'est ça? Oui. C'est l'IPO. Ouais. Parce que là, on l'a basé comme ça. C'est l'objectif ou c'est son objectif? C'est un objectif Non, ce que je te disais, je ouais. pense que... Mais tu me le disais avant qu'on lance, donc on va le dire à tout le monde. Ouais, j'ai même pas connecté parce que ça m'a pas choqué, mais effectivement, je pense qu'on est avec Louis très ambitieux. On a toujours voulu faire quelque chose de très grand. Et pour moi, l'IPO, plus j'avance, au début, c'était notre façon de verbaliser une forme de milestone. Aujourd'hui, je le vois plus comme une opération financière. Et donc, tu sais, je te parlais de Revolut, qui est énorme, qui a un énorme succès, qui est privé. SpaceX est privé, pour reprendre Elon Musk. Il y a plein de boîtes qui sont privées, qui sont hyper inspirantes. Donc, je vois pas l'IPO comme étant une fin en soi, ni un début. Je m'en fous un peu, en fait. C'est juste un événement de liquidité. Ça pourrait être du secondaire, une IPO, peu importe. Mais oui, l'ambition, c'est d'avoir une boîte qui, en théorie, pourrait être IPO. Parce que déjà, si tu mets ce niveau de standard... Ça veut dire que... Et IPO, sérieusement, pas IPO en mode sur un index bizarre. On évoque souvent ces opérations de liquidité pour l'entrepreneur, simplement pour se dérisquer aussi personnellement. Si tu as toujours toutes les cryptos dont tu parlais au départ, en fait, le sujet du risque personnel, ça n'a jamais été ça n'a jamais... Peut-être que ça l'a été, mais il y a longtemps, un vrai sujet pour toi. Et donc, c'est pas ce qui conduit tes décisions. Alors, je suis pas 100% contre le secondaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais eu le besoin de faire, parce que comme tu l'as décrit, on a les cryptos. Mais je pense aussi c'est ce qui m'a permis d'être serein avec moi-même sur mes choix à long terme et mes choix de niveau d'intensité de risque. Parce que je pense que tu as quand même une petite frustration qui peut se créer sur un entrepreneur. Je te disais, ma mère m'avait gentiment donné 10 000 € pour me lancer. Après, j'ai tapé dans mes petites économies d'adolescent. Avec Louis, on s'est payé 30 000 € pendant 2 ans et demi. Donc 30 000 €, c'est pas énorme. Enfin, tu vis vraiment pas comme un roi. Et seulement quand on a levé 20 millions, on a augmenté notre salaire. Et aujourd'hui, on est payé 50 000 €, 60 000 € de moins que les personnes les mieux payées chez Zephyr. Donc on n'est pas très bien payé. 50 000 € de moins que les personnes les mieux payées. Donc on n'a jamais été très bien payé financièrement. C'est jamais vraiment très bien payé. Et je pense que et on a été beaucoup en négatif au début. Donc je pense que si t'es beaucoup en négatif, que tu te payes très peu, que tu te mets une énorme pression sur ton salaire, que tu ne fais jamais de secondaire, et le moment où, tu vois, comme nous, on est là aujourd'hui, on se dit, en fait, on a une horizon très, très, très proche à 50 millions de chiffre d'affaires profitable, peut-être que tu vas chercher ça parce que tu as envie de sécuriser et de cranter quelque chose plutôt qu'aller chercher l'IPO. Nous, aujourd'hui, on a cet horizon 50 millions de profitabilité qui est proche, mais en même temps, c'est pas ce qu'on cherche. Et si demain, tu me dis, j'ai essayé de faire 150 et j'ai raté et la boîte elle vaut 0, je vais survivre. Alors que si j'avais jamais eu les cryptos, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de mal à me dire non, je vais aller chercher 150, 200, 300, 400 millions de revenus annuels, 400 millions de chiffre d'affaires annuel, mais tu vois, je vais potentiellement gâcher l'opportunité que j'ai eue de cranter les 50 millions pour mon track record, pour mes finances personnelles. Ça m'est égal aujourd'hui. On vous a déjà approché dans ces 4 dernières années pour un rachat? Ouais. C'est des choses en fait qui se font organiques de manière plus ou moins sérieuse. Il y a des discussions très évasives et il y a des discussions qui sont plus ou moins sérieuses. Aujourd'hui, on n'a jamais... Je pense qu'on a cette logique, on est très transparent, donc on en parle avec le board, et je pense que notre framework, c'est est-ce que c'est un rachat agressif ou défensif? Si on considère que c'est un rachat défensif, donc c'est-à-dire qu'il n'apporte rien et que c'est plus ranger Zephyr pour en fait nous aller faire autre chose, ça ne nous intéresse pas du tout. Si on pense que c'est une M&A agressive, dans le sens où on pense que en tant qu'unité commune, on peut aller chercher, capturer un marché, accélérer notre vision, et que financièrement ça fait sens. On n'est jamais 100% opposé, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on explore. Et alors je sais pas si tu peux le partager, mais les approches qu'il y a pu avoir, c'est quelle typologie d'acteurs? Il y a de tout. Ça va des startups qui étaient beaucoup plus late stage que nous à des grands groupes. Et comment vous avez dit non jusqu'ici? Simplement, en fait, on a vraiment des relations très cordiales. Donc, on discute, on comprend les besoins en face, on regarde si ça matche notre ambition. Et après, juste la question, vraiment, on en revient aux fondamentaux. Est-ce qu'on pense que c'est
quelle est notre vision de comment on veut développer la boîte? Est-ce qu'on pense que c'est agressif, que ça nous permet d'accélérer notre vision et que financièrement on s'y retrouve? Ou alors est-ce qu'on pense que c'est vraiment ce serait une M&A défensive parce qu'on veut dérisquer et qu'on pense justement que, par exemple, je prenais cet exemple de 50 000 profitabilité, on pense que là aujourd'hui on a un niveau de risque élevé et qu'on serait plus safe dans une autre structure. Ça, c'est toujours des trucs qu'on exclut assez vite. Et on n'a jamais vu aujourd'hui des M&A agressives où on s'est dit, en fait, c'est intéressant financièrement, suffisamment intéressant pour qu'on mette, tu vois, que ça accélère notre vision et qu'en plus, on mette de côté tout ce qu'on pense qu'on est capable de faire nous-mêmes. Et ben moi, je suis curieux de savoir ce que vous qui nous écoutez ou vous qui nous regardez, vous avez pensé de cet échange. S'il y a des questions que vous vouliez poser et que j'ai pas posées, et ben peut-être que tu accepteras d'y répondre après coup, Rémi. C'est un vrai plaisir cet échange avec toi. Je t'avais dit qu'on ferait peut-être un peu plus court que d'habitude, mais en fait, pas du tout. Comme toujours, on ne sait pas s'arrêter quand on aime. Merci à toi. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.